être en bonne santé, comme une jeune femme que vous voyez sur cette diapositive, eh bien, c'est quelque chose qui s'est énormément amélioré depuis 2 siècles. L'espérance de vie à la naissance il y a 2 siècles, alors les tableaux statistiques étaient un peu moins bien tenus que l'INSEE aujourd'hui, mais enfin, en gros, l'espérance de vie à la naissance il y a 2 siècles, si j'en crois M. Malthus, était d'un peu moins de 30 ans à la campagne et d'un peu plus de 20 ans en ville. Donc c'était quand même pas beaucoup par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que cette espérance de vie à la naissance a considérablement augmenté sur les 2 derniers siècles? Un certain nombre de facteurs derrière lesquels on va à chaque fois retrouver l'abondance énergétique. D'abord, on a supprimé les famines, parce que grâce à la productivité agricole, on a considérablement augmenté les récoltes. Alors qu'est-ce que c'est que la productivité agricole? C'est tout simplement rajouter aux agriculteurs des produits de l'industrie. D'abord des colliers de trait, des charrettes mieux cerclées, des socs de charrues, etc. Puis un jour des tracteurs, des usines phytosanitaires et des usines d'engrais. Et tout ça fait qu'on a considérablement augmenté la production alimentaire, à tel point qu'aujourd'hui elle est plutôt excessive, on va dire. Mais ça a énormément fait pour augmenter l'espérance de vie, parce que pas de problème de malnutrition, donc les gens ne sont pas faibles, et pas de problème de famine. On a amélioré la conservation des aliments. Les boîtes de conserve, les bocaux, et plus tard la réfrigération. Donc on a arrêté de s'empoisonner avec des trucs qui étaient pourris, en mauvais état, mal conservés, etc. On a amené l'eau potable. Donc ça évite de prendre l'eau du puits, qui, comme par hasard, est prélevée à côté des cadavres qui pourrissent, ou à côté des étrons qu'on aura déposés dans le jardin. Et ça permet d'éviter de s'empoisonner. Et dans le même ordre d'idées, on a également évacué les détritus. Donc là, vous voyez un réseau d'évacuation des eaux usées, mais il y a également eu l'évacuation des déchets hors des villes. La prophylaxie, dans laquelle vous avez notamment l'adduction de l'eau potable et l'évacuation des eaux usées, a également énormément fait pour éloigner les miasmes et les germes de toute nature qui étaient pas très sympathiques pour notre espérance de vie. À un moment, nous avons également eu des bâtiments qui avaient un meilleur confort thermique. Or, on sait aujourd'hui qu'un meilleur confort thermique, en particulier l'hiver, ça empêche les gens de mourir de froid. Vous vous rappelez de cette phrase, il ne passera pas l'hiver. Les gens un peu faibles. Alors, il y avait ça, plus les aliments qui étaient disponibles en moins grande quantité. Dans les 2 cas de figure, nous avons aujourd'hui, l'énergie nous a permis de faire beaucoup mieux. Nous avons évidemment les détergents également et les désinfectants qui ont également considérablement augmenté la prophylaxie, le savon tout bêtement, avant même le gel hydroalcoolique si cher à l'époque moderne, et donc tout ce qui permet de désinfecter et donc d'éloigner les bactéries. Nous avons eu également les vaccins. Alors les vaccins bénéficient directement de l'énergie abondante parce qu'il faut des machines aujourd'hui pour les fabriquer en grande quantité, et indirectement, on va le voir dans pas longtemps, parce qu'il faut des gens pour avoir le temps de réfléchir à comment on fabrique les vaccins. Mais on y viendra juste après. Et je continue ce tour d'horizon par les antibiotiques, toujours pareil, fruit du fait qu'on a du temps pour se consacrer à se soigner, alors que dans les temps anciens, une fois qu'on avait épuisé notre temps pour nous nourrir, éventuellement nous défendre, ça y est, c'était terminé, game over, on n'avait pas le temps pour faire autre chose. Donc là, vous voyez tout un tas d'éléments. Alors là, c'est avant qu'on rentre à l'hôpital, tout ce que je viens de raconter, ou avant qu'on rentre en EHPAD. C'est tout ce qui fait qu'une bonne partie des gens, en fait, vont ne jamais aller à l'hôpital jusqu'à un âge avancé, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays. Et derrière tous ces facteurs que je viens d'exposer, vous retrouvez de l'énergie. Alors à l'hôpital et dans le système de soins. Donc là, vous avez un extrait du rapport du Shift Project, dont je vous montrerai la page de couverture, qui fait effectivement partie du plan de transformation de l'économie française, et dont effectivement Laurie Marot, dont le nom a été prononcé tout à l'heure, a piloté le travail. Donc si elle accepte de ne pas s'occuper de ses enfants un soir, elle pourra venir ici, vous expliquer ce qu'on a fait beaucoup plus en détail. Et vous voyez, donc, on a regardé l'empreinte carbone du système de soins dans lequel on a mis, il n'y a pas que l'hôpital, il y a également le paramédical, les pharmacies d'officine, etc., la médecine de ville, et vous voyez ce qu'on a exclu. Donc, le chauffage des employés de la Sécu, on n'a pas mis, le chauffage des agences de régulation, des agences régionales de santé, etc., tout ça, on n'a pas mis. Et on n'a pas mis non plus les mutuelles et assurances, c'est-à-dire le chauffage et le papier, les ordinateurs, etc., de ces gens-là. Donc là, vous voyez ce qu'on a pris en compte. Et voilà, le rideau se lève sur le résultat. Voilà à quoi ressemble l'empreinte carbone du système de soins. La hauteur de la barre est évidemment fonction de l'ampleur des émissions. Et donc vous voyez que 50% des émissions, donc effectivement l'empreinte carbone du système de soins, c'est 8% de l'empreinte carbone de la France, donc pas des émissions directes, en émissions directes ça ferait plutôt 15%. Les émissions directes du système de soins ne font pas 15%, mais l'empreinte carbone du système de soins ramenée aux émissions directes de la France, c'est plutôt 15%. Ramenée à l'empreinte carbone, ça fait 8%. Vous voyez que la moitié, c'est dans les médicaments et les dispositifs médicaux, donc les poches, les cathéters, les seringues, les champs opératoires, enfin bref, tout ça. Ça, c'est à peu près la moitié. Alors pourquoi vous avez du carbone là-dedans? Parce que vous avez du carbone dans les processus industriels à l'amont.
Hein. La fabrication des médicaments, c'est de la chimie, c'est du conditionnement, donc c'est de la fabrication de matériaux, c'est des transports intermédiaires, c'est de la chaleur, etc. Pareil pour les dispositifs médicaux. Hein. Dispositifs médicaux, dès que vous avez du plastique, sa vie commence dans un vapocraquer, qui est une énorme usine à craquer des molécules organiques pour récupérer des monomères. Ça bouffe une quantité d'énergie considérable, etc. Donc là, c'est la moitié. Donc question, si je veux diviser l'empreinte carbone du système de soins par 3, je fais quoi? Où est-ce que je tape? Hein. Ce qui est absolument sûr, c'est qu'on ne va pas se limiter à ça. Donc c'est pas idiot de s'en occuper, mais ça ne va pas vraiment suffire. Voilà, donc il va falloir taper dans le dur, et taper dans le dur, c'est ça. Vous avez également des transports et du chauffage. Alors ça, c'est des trucs un peu plus classiques. Donc là, vous dites, bon ben, Stellantis et Renault n'ont qu'à me faire des voitures électriques et des camionnettes de pompiers électriques. Et puis ici, on n'a qu'à me faire des pompes à chaleur. Bon, ok, je peux en discuter. Voilà, vous avez un petit sujet alimentation. Ça fait partie de l'empreinte carbone du système de soins, parce qu'on nourrit les patients, enfin certains, etc. Donc vous voyez en gros hein, où sont les... Et vous voyez, mais encore une fois, le gros sujet, il est là. Hein. Et enfin, vous avez également, alors immobilisation, pardon, je suis désolé, c'est un terme comptable barbare, ça désigne pardon, les gros équipements ou les bâtiments. Hein, donc là-dedans, vous avez la construction des bâtiments eux-mêmes, et vous avez les scanners, les IRM et autres appareils de radiographie ou de traitement par rayon, etc. Voilà, donc le sujet sur lequel... Et alors, j'avais le graphique, mais je ne l'ai pas vu, tant pis. Le sujet sur lequel il va falloir travailler, en fait, la préconisation centrale du Shift Project, c'est de dire, vous êtes bien assis, on ne va jamais y arriver en décarbonant à prestation de soins identiques. Donc il y a un moment où dans l'arbitrage prestation de soins techniques, il va falloir faire plus de prévention et moins de prestations de soins techniques. Donc moi, il ne faudra pas me greffer la rate quand j'aurai 95 ans, je ne suis pas candidat, mais il faut m'empêcher de boire, de fumer, et de manger n'importe quoi et d'être sédentaire. Et une partie de votre rôle, donc ça c'est pas le rapport du Shift Project, c'est ce que je vous dis là maintenant tout de suite, c'est mon avis à moi, sera de faire plus de prévention et moins de gestes techniques. Nécessairement. Nécessairement. Sinon, ça passe pas. On comprend bien que la durabilité est un concept qui semble être indissociable de l'innovation, en tout cas qu'on va avoir besoin d'innover. Et donc ma question est la suivante, comment la transition énergétique et les enjeux climatiques devraient influencer en fait, cette innovation justement dans notre domaine? L'innovation, historiquement, ça a souvent été une réponse à une contrainte. On a beaucoup innové, malheureusement pour nous, en période de conflit. Là, je parle le radar au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'énergie atomique, enfin bref. Donc, l'innovation, c'est souvent quelque chose qu'on fait quand on est obligé, j'ai envie de dire, de résoudre un problème qu'on n'avait pas avant. Donc l'innovation, on va la voir face à la transition énergétique qui est la réponse à une contrainte, qui est qu'on ne peut pas utiliser autant d'énergie fossile qu'avant, et quand bien même on le voudrait, on ne pourra pas pour des raisons géologiques. Il va y en avoir de l'innovation. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on la cadre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye, par exemple, d'innover pour traiter de mieux en mieux des pathologies pour les gens qui auront toujours les moyens d'aller à l'hôpital ? Ou est-ce qu'on essaye d'innover pour empêcher les gens d'aller à l'hôpital, dans un hôpital qui lui-même a un peu moins de moyens, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a un peu mieux traité le problème à la racine. Voilà deux types d'innovation qui ne s'appliquent pas du tout au même endroit. Dans le premier cas de figure, j'ai une innovation essentiellement technique où j'essaye d'améliorer techniquement, je ne sais pas moi, les artères artificielles, la façon dont je fais des gestes chirurgicaux, les robots, etc. Dans le deuxième cas de figure, l'innovation s'applique à quel est le discours entendable par les adolescents pour pas qu'ils se mettent à fumer. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même registre, mais dans les deux cas de figure, on a affaire à de l'innovation. Si on veut que la société innove dans le sens d'une compatibilité avec une sobriété croissante, à ce moment, il faut le décider en tant que tel. Et il faut donner un cahier des charges à tous les acteurs en leur disant voilà, le cadre général dans lequel on va se trouver, c'est ça. Et essayer de vous creuser la cervelle pour trouver le moyen d'être le plus heureux possible ou le moins gêné aux entournures possible dans ce cadre-là. De l'innovation, il y en aura de toute façon, encore une fois, parce que ça a toujours été historiquement, bêtement, j'ai envie de dire, une composante de la réponse à une contrainte. Justement, en réponse à cette innovation, finalement, les deux types d'innovation, elles doivent être faites en même temps. Parce que l'innovation, à savoir sur
plutôt préconiser la prévention, donc que les jeunes fument moins ou quoi que ce soit, c'est une prise en charge qui est beaucoup plus globale et qui nous dépasse, nous, en tant que réanimateurs. Alors que de l'autre côté, l'innovation, alors c'est pas forcément pour soigner que les gens qui peuvent aller à l'hôpital, mais de toute façon, il faut aussi qu'on innove à ce moment-là. Et par exemple, pour les circuits de dialyse, essayer de trouver un autre moyen d'économiser l'eau, parce que l'eau, on n'en a pas parlé, mais on est aussi très consommateur d'eau. Donc ce côté-là est quelque chose qui est finalement concrètement plus accessible pour nous. On a plus la main sur ce genre d'innovation que sur la prévention qu'on fait de toute façon, mais qui est quelque chose de plus gouvernemental, qui est plus global. Alors, et juste une dernière chose, c'est que l'autre chose sur laquelle on peut justement nous aussi un peu innover et réfléchir, c'est par exemple sur l'organisation des congrès, de faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de personnes qui y aillent, de repenser en tout cas notre manière d'organiser les congrès annuels, que ce soit en France ou partout dans le monde, quoi. Alors les congrès annuels, c'est pas ce qui va se peser le plus lourd dans l'empreinte carbone du système de soins. L'innovation, en fait, il faut toujours réfléchir dans l'autre sens. Plus exactement, le passage à l'action. En fait, il y a une règle qu'il faut toujours suivre, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît souhaitable dans une évolution globale, il faut se poser la question de savoir avec combien de personnes on a besoin de s'allier et à quel horizon de temps il faut réfléchir pour avoir des résultats. Donc là-dedans, il y a des choses qui ne dépendent que de soi. Donc voilà, ça ne dépend que de... Je prends un exemple bête, qu'un hôpital, à partir du moment où il y a une offre, donc ça dépend quand même un peu des autres, décide d'acheter des camionnettes électriques plutôt que des camionnettes à essence, ça, j'ai envie de dire, c'est une décision qui lui est propre. Il n'y a pas besoin d'attendre Dieu sait quel truc collectif pour s'y mettre. Et puis, il y a des tas de cas de figure dans lesquels on ne peut pas faire tout seul. Et à ce moment, on est bien obligé de s'allier avec des gens. Et à ce moment, c'est toujours la question d'un... Comment dire, il y a deux éléments. Il y a le rapport de force et il y a l'envie positive. Malheureusement, dans notre société moderne, c'est quand même souvent du rapport de force. Par exemple, c'est très difficile de peser face à un pharmacien pour lui demander de faire les choses différemment. Si on a, enfin, un industriel de la pharmacie, s'il n'y a pas quelque chose pour lui à y gagner, ou plus exactement quelque chose pour lui à y perdre, si jamais il ne le fait pas. Donc, alors là, on ne va pas se livrer à un inventaire à l'après-vert de tout ce que vous pourriez faire de votre côté. La première chose que vous pouvez faire, en fait, c'est y passer du temps. On ne va pas changer le monde sans que beaucoup de gens y passent beaucoup de temps. Donc, il faut absolument qu'il y ait des groupes de travail qui se mettent au point, qui réfléchissent avec les gens qui vont devoir faire à qu'est-ce qu'il est possible de faire seul et qu'est-ce qu'il est possible de faire en association. Et à ce moment, c'est quoi la condition pour que l'action puisse prendre place? Qu'est-ce qu'on attend des autres pour que l'action globale puisse prendre place?